Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la santé de nos biosphères et nos réserves de faune et de flore. Nous allons faire un focus sur certains animaux emblématiques, en l'occurrence les pachydermes, leur importance pour la biodiversité, l'apport au tourisme. Mais d'abord, voici le billet de la semaine. Nous allons faire une descente dans la réserve de la Pinjari pour voir un peu les pachydermes, comment ces animaux emblématiques jouent un rôle important pour la biodiversité. Voici le reportage. Une opération de pose de collier GPS à ces pachydermes en pleine divagation dans la réserve de la Pinjari. Renforcer leur suivi, assurer leur protection, l'éléphant, le plus grand mammifère terrestre, voit aujourd'hui sa population augmenter. Dans le complexe WAP W Arli Pinjari, on compte 4056 têtes d'éléphants, la majeure partie en territoire béninois. La zone ouest africaine, on estime qu'on a environ 8000 éléphants. 8000 éléphants. Et de ces 8000, 50% se retrouvent réellement dans le complexe W Arli Pinjari, partagé entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et de cette population d'éléphants, on a environ 40% qui se retrouvent sur le territoire béninois aujourd'hui. Et nous en sommes arrivés là depuis 2017 avec cette approche holistique de gestion des aires protégées où nous combinons le renforcement de l'application de la loi pour avoir des hommes engagés, motivés, avec le moral qu'il faut pour faciliter la lutte contre le braconnage et réellement créer la sécurité pour les hommes et les animaux. L'éléphant, un animal qui fascine. Il mesure en moyenne 4 mètres à l'épaule et pèse environ 6 tonnes pour le mâle. Il joue un impressionnant rôle pour la biodiversité, d'où sa proximité avec les oiseaux et d'autres herbivores. Cet animal emblématique, grand pollinisateur, subit des représailles humaines un peu partout dans le monde. On estime environ 100 le nombre de ces pachydermes abattus chaque jour. Généralement, cet abattage d'éléphants se fait pour des besoins de viande et surtout d'ivoire qui a pris de la valeur au cours des 20 dernières années. Aussi, devons-nous considérer les autres menaces qui pèsent sur l'habitat comme l'expansion agricole, comme l'explosion démographique dans la plupart de nos contextes. On estime que nous passons d'environ 130-140 millions de personnes en Afrique de l'Ouest à environ 400 millions en 2020. L'éléphant effectue certaines pratiques civicoles, la création de chemins dans les forêts denses, l'entretien des pelouses de pâturage. Son sens aigu lui permet d'identifier les points d'eau du sous-sol et du sel naturel. Protéger l'éléphant, c'est sauver la terre. Retour en plateau, alors pour en parler, j'ai avec moi deux experts et pas des moindres. On l'a déjà vu quand même l'un parmi ces experts dans l'élément qui est passé. Il en a Hugues Akpona, bonjour. Bonjour William. Vous êtes le responsable chef de la mobilisation des ressources au niveau de African Parks, c'est bien cela? Bien sûr. Merci d'être là. En face de vous, c'est l'expert Dr Aristide Théo, expert en gestion des éléphants. Bonjour. Bonjour William. Vous êtes aussi point focal MAB UNESCO Bénin. Exact. Merci d'être là. Alors, je commence par vous, M. Hugues Akpona. Aujourd'hui, comment se porte le parc Pinjari, avant qu'on ne parle aussi du parc W? Merci William. Je pense que le parc national de la Pinjari se porte bien et se porte davantage bien au jour le jour. Et compte tenu de tout ce système de gestion qui a été mis en place, compte tenu de l'ambition du gouvernement d'accompagner la conservation aujourd'hui et de faire de la conservation du tourisme un élément clé dans les stratégies nationales. Alors, quand on compare la santé de cette réserve de faune d'il y a 10 ans, est-ce qu'on pourrait dire qu'on a gagné beaucoup de choses? Quels sont à peu près les éléments sur lesquels vous vous fondez pour dire qu'aujourd'hui le parc national de la Pinjari va de mieux en mieux? Je crois que nous allons revenir certainement dans ce débat sur un certain nombre de statistiques, mais que les derniers dénombrements ont prouvé quand même du côté du Bénin une certaine amélioration
des indices de biodiversité. Aujourd'hui, nous tendons de plus en plus vers une norme de 0 braconnage d'éléphants. Ah oui, 0 braconnage d'éléphants. Dans la partie béninoise du complexe WAP, qui sont assez d'indicateurs. Nous avons de plus en plus un engagement des communautés à la cause de la biodiversité, de la gestion de ces parcs, compte tenu aussi de tout l'investissement et de l'ancrage entre le parc et les communautés qui a été établi, qui fait qui se rapporte au nombre d'emplois dans la zone, qui se rapporte à une inclusion davantage améliorée des élèves dans les visites sur le parc, une meilleure connaissance de tous ces éléments qui font que davantage le parc se porte de plus en plus bien. Alors, je suis tenté de poser la même question à Dr. Aristide Théo. C'est vrai que vous y êtes dedans tous les jours presque. Le parc se porte à merveille, on a dit. Vous avez des éléments d'indice pour fonder ces arguments? Absolument. Aujourd'hui, je pense que la réserve de biosphère de la Pendjari, qui est un bien du patrimoine mondial, je tiens beaucoup à ça. Ah ouais. Et du W se porte assez bien. Par rapport, on a comme indicateur, comme on l'a dit, l'éléphant, on veut parler de pachyderme, l'éléphant est un indicateur principal de la bonne santé des réserves de faune. Et pourquoi? Parce que ça joue un rôle très important. Si la réserve de faune ne se porte pas bien, s'il n'y a pas de milieu cadre, le milieu de ressources n'est pas en bonne santé, l'éléphant ne peut pas trouver son compte. Donc sa présence nous montre de jour en jour que les réserves se portent très bien au niveau de notre pays, compte tenu de beaucoup d'actions dont Hugues vient de parler. Les indices sont là et les statistiques sont là. Je pense qu'on va en revenir. Ouais. On vient de faire au moins 2 éditions de comptage total, 2019, bien vu, en collaboration avec African Parks. Ouais. Et nous voyons la tendance va évolutive. Est-ce qu'aujourd'hui la distance de fuite s'est réduite? Parce qu'avant, quand vous rentrez dans le parc, quand les animaux vous voient, ça panique. Je peux tester que la distance de fuite aujourd'hui, je sais très bien, sous réserve, parce que je fréquente régulièrement, j'ai les statistiques. Aujourd'hui, pratiquement à 0 par rapport à certaines espèces. On risque d'en arriver à cette expérience que j'ai vue au Kenya, en Bossolini, où on peut toucher l'éléphant de sa voiture sans être agressé. Mais si chez nous, on peut le faire aussi? Progressivement, on peut le faire. Comme j'ai toujours dit. Mais pas encore? Pour le moment, pas encore. Parce qu'il faut éduquer les gens à ça. L'éléphant est l'espèce la plus sociable. Je vous ai dit. Et c'est l'éléphant qui tolère plus. C'est pourquoi je dis que c'est l'indicateur de bonne santé pratiquement d'une réserve de faune. Donc, si l'éléphant n'est pas furieux, il faut savoir que ça se porte bien. Donc, vous pouvez même collaborer pour toucher l'éléphant comme on le fait dans certains pays, dans certains zoos. C'est vrai qu'on a parlé en milieu naturel. Ouais. Toujours est-il qu'il reste sauvage. Donc, il ne faut pas dépasser certains moments. Il faut faire des éducations pour les toucher sur ça. Il y a l'éco-éthologie. Il faut connaître l'éthologie de l'animal, la réaction de l'animal. Tout à l'heure, on ira plus en profondeur parce que c'est votre passion, les éléphants. C'est vrai, on a parlé du parc Pendjari, W, dans un passé pas très loin. On craignait même d'aller à l'intérieur de cette réserve, mais aujourd'hui, il paraît qu'avec la reprise de la gestion tenue par African Parks, qu'aujourd'hui, ce parc aussi respire de mieux en mieux. Et bien sûr, je réponds à l'affirmative. Il faut dire que dans le cadre du parc de W, il y a eu, avec bien sûr l'appui d'un certain nombre de partenaires, la FSOA, la GIZ qui continue d'appuyer et le gouvernement du Bénin, nous avons mis en place un plan d'intervention prioritaire qui a réellement permis de baliser le chemin et de comprendre davantage la problématique et les meilleures méthodes de gérer le parc W. Ce processus a duré 1 an et a été multi-acteur et a réellement permis d'aboutir au mois de juin de l'année passée à une délégation de gestion de W. Ouais. Et bien sûr, avec toujours cette approche holistique de gestion qui a été mise en place, incluant donc la gestion, les infrastructures, un processus de développement communautaire qui a été réamorcé et qui a été renforcé, mais aussi toutes les questions de la mise en place des éléments de lutte anti-braconnage pour réellement cerner les menaces et les adresser au cas par cas, permettent d'aboutir aujourd'hui à une résurrection progressive
du parc d'Oubé. OK. Alors, Dr Théo, souvent quand on va dans les réserves de faune, on parle de Big Five. C'est quoi ces Big Five? Est-ce que chez nous au Bénin, on a ces Big Five, ces 5 animaux emblématiques? Et pour les citer, on laisse d'abord les éléphants, parce que c'est que là, c'est votre dardin, là. Bon, merci bien. Avant de rebondir, donc je vais dire peut-être par rapport à ce qu'il a dit, ça dit que les dernières statistiques ont montré carrément aussi que nous avons moins de carcasses. C'est-à-dire qu'on a moins de carcasses par rapport aux Il n'y en a presque pas, vous Il n'y en a presque pas. Donc il y en a, mais presque pas. Ça dit par rapport, si on compare les statistiques avec parce que c'est un indicateur capital. Ouais. Donc maintenant, pour venir sur les Big Five, nous avons les Big Five au Bénin. Ouais. Le Bénin, si on dit Big Five, c'est les espèces les plus attirées, qui attirent plus le tourisme, qui attirent beaucoup plus les admirateurs. Ouais. Donc on en a 5, bien sûr. Pourquoi on dit Big, on dit Five. Five, oui. Donc ici au Bénin, nous avons l'éléphant. Parmi les Big Five, nous avons 4, nous avons le buffle. Ah, nous, on a 4, on n'a pas les 5. On n'a pas les 5, nous avons 4. On a les buffles, oui. Ouais, nous avons les buffles, nous avons les éléphants, nous avons le lion. Oui, le lion, oui, allez-y. Et nous avons le guépard, le léopard plutôt. Ah, ok, d'accord. Oui, le guépard n'est pas encore dans les Big Five. C'est le léopard que nous avons, pas le guépard. On a le guépard. Mais dans les Big Five, c'est le léopard qui est dans les Big Five. Il faut faire la différence. Donc, et c'est le 5e, c'est le rhino. Ah, les rhinocéros. Voilà, mais nous n'en avons pas encore. Ça, là, on n'a pas au Bénin. On n'a pas ça au Bénin, les rhinocéros. Mais on n'a pas. Alors, partons maintenant des léopards. Oui. C'est quoi ces animaux? C'est quoi la particularité de ces animaux? C'est une espèce très craintive. D'abord, ça veut parler des grands carnivores, le groupe des grands carnivores, mais très craintif. Très craintif et très discret. Et ils ont un milieu. Ils sont tous dans les forêts. Et le léopard, sa particularité, le léopard ne mange jamais sa nourriture au sol. Ah, jamais au sol? Jamais au sol, ça c'est rare. C'est où? Il le mange où? Il monte ça sur l'arbre. Ah oui. Là, c'est parce que d'abord, par rapport aux concurrences, il n'arrive pas à faire face aux autres carnivores. Alors que tu disais que c'est une jungle. Les autres carnivores, tout de suite, quand il y a de carcasse, il y a de gibier, bon, tout le monde vient. Tout le monde vient, voilà. Vient, lion vient. Le léopard n'a pas cette force d'affronter les autres. Les autres, comme le dit, comme les gens font, il peut faire depuis l'époque, mais il ne peut pas regarder, il ne peut pas résister devant les liènes. Quand l'hyène vient, l'hyène va lui arracher le. Voilà. Donc ça dit, les espèces s'adaptent. Donc par rapport à ça, lui-même il a trouvé sa stratégie. Donc c'est de monter. Il prend son gibier, il monte toujours sur l'arbre. Et c'est sur l'arbre qu'il va faire sa fête. Waouh. Voilà la particularité de il y en a beaucoup chez nous. Vous avez une idée des statistiques Les statistiques, c'est très très difficile de dénombrer. Il y en a. Actuellement, je pense qu'il y a un programme. J'avais commencé un programme avec la Pendjari quand on était là-bas depuis 2000 pour le suivi avec le groupe de spécialistes des grands carnivores. Dont je suis membre bien sûr de l'UICN aussi. Et puis bon, les difficultés pour faire le suivi de cette espèce ont fait que c'est pas facile d'avoir la statistique. Mais depuis un bon moment, j'ai fait les collègues avec African Park, le collègue qui est chargé du suivi écologique de la Pendjari. Il y a un programme qui est mis en place et qui essaie de suivre. Donc j'attends, c'est la validation des chiffres. Je ne sais pas si Ugapona a quelques éléments à nous donner par rapport à cet animal emblématique, le léopard. Oui, je dirais que je visite le parc de la Pendjari depuis presque tous les jours, je dirais. Depuis 1999. Et il faut dire que ces 4 dernières années, j'ai eu l'opportunité d'observer le léopard dans la Pendjari, à pratiquement chacun de mes passages, et spécifiquement du lodge au niveau donc de cette marque qui a été mise en place, où j'ai eu à l'observer plusieurs fois. Et on a aussi de plus en plus de photos qui sont capturées par nos collègues de terrain sur le léopard. Il y a des caméras qui sont placées. Des caméras qui sont placées et qui permettent réellement de capturer un certain nombre de photos de léopards. De léopards dans la Pendjari, ce qui prouve réellement que cette population se reconstitue davantage. Ce qui n'est pas étonnant quand on se remet dans un contexte de stabilité dans l'aire protégée, qui est en fait la base de survie de la plupart des espèces animales. On comprend bien les raisons pour lesquelles ces espèces davantage se reconstituent. Alors, l'autre grand attrait pour les réserves de faune, c'est les lions. Quand on parle de lion, tout le monde veut aller voir le lion. C'est quoi cet animal emblématique? On dit c'est le roi de la forêt. Vous l'avez rencontré une fois comme ça Ça, c'est une provocation, là. Bon fait. William.
Bon, ok, ça c'est le dada, ça c'est le quotidien. Quand tout le temps, non, moi je l'ai vu de loin. J'étais en contact direct, si tu te prends les photos, je suis resté même entre des familles de 2 lions. Ah oui? Parce que le contact de lions se fait, on faisait ça de nuit. On commence le travail à partir de 19h et on finit vers 3h, 4h du matin. Donc on fait des appels, c'est des systèmes, on appelle ça call extinction. Donc on s'est retrouvés plusieurs fois, notre véhicule. Entre deux familles de lions. Entre 2 familles de lions. Et ils disent rien. Bon, ils disent rien parce qu'il faut connaître l'éthologie des espèces. Quelle que soit l'espèce, même à l'état sauvage, il faut connaître l'éthologie. Tout le monde crie que c'est sauvage. Non, c'est pas. La vie sauvage, la vie sauvage est plus tolérante que la vie humaine. Ah oui. Mais oui. Elle est plus structurée, elle est plus organisée. C'est ce que je te dis. Et on devrait normalement de plus en plus apprendre de la vie sauvage pour restructurer notre vie quotidienne. C'est ça, on devrait apprendre vraiment de la vie sauvage. Et les lions, écoutez, les lions, je pense que sur 10 touristes qui visitent le parc, au moins 8 à 9 observent le lion aujourd'hui. Oui, parce que c'est fréquent. C'est devenu de plus en plus fréquent. Et on a aussi établi des programmes de pose de collier GPS sur les lions. Les lions aussi. Qui nous permettent davantage de collecter des données qui aident à la prise de décision dans la gestion de les protéger. Okay. Et ça, c'est quand même assez intéressant de commencer par établir ou renforcer cette base de données sur les lions dans les aires protégées pour réellement informer la prise de décision en matière de gestion. Alors, avant qu'on ne parle de... Ça, oui, allez-y, docteur Théo. Par rapport à ça, tu sais, c'est normal, tout à fait. Quand il y a la tranquillité, je vous ai dit, quand il y a la tranquillité, à part l'éléphant, le lion et les autres, toutes les autres espèces, quand il y a une fluctuation du gibier, ça c'est dans le cycle trophique, automatiquement, quand il y a fluctuation des carnivores, avant d'avoir une fluctuation des gibiers, c'est parce qu'il y a une tranquillité. Il y a le milieu cadre, le milieu ressources s'y apprête. Donc, dès que les antilopes, tout ce qui est, c'est ça qu'on appelle gibier. Gibier, ouais. Donc, qui est la nourriture, au fait. Pour le carnivore. Dès que ça se fluctue, il y a une fluctuation à ce niveau, automatiquement, on a un boom au niveau des autres. Parce que c'est ça qu'il y a la régulation naturelle. Qui se fait. Et puis, ils se nourrissent, et c'est ça. Même que si on ne fait pas affaire pour dire que, bon, on va aller réguler, qu'il y a trop de faune. Non, il y a naturellement, comme l'a dit Hugues, les animaux, la vie sauvage s'organise. Ils sont très structurés. Le lion sait que combien de gibier, d'antilope, lui doit prendre dans le troupeau pour qu'il y ait l'équilibre, pour que les autres puissent vivre, pour que l'éléphant sait comment il va faire pour faire la dissémination des graines, pour que, bon, etc. Donc c'est pour te dire que je rebondis sur ce qu'il disait, pour dire que c'est parce qu'il y a une tranquillité, il y a une fluctuation du gibier, automatiquement ça suit. Ça agit aussi sur les autres animaux. C'est automatique. C'est très organisé, très structuré, comme il a dit. Je voulais qu'on parle des buffles, mais d'abord, souvent quand on parle des animaux, on parle de la panthère. Il y a cette confusion souvent qui est faite quoi? C'est quoi la panthère? Le léopard qu'on appelle, le léopard africain qu'on appelle panthère. Voilà. Ben, souvent on fait cette confusion, on se dit, mais attends, quelle est la différence entre le léopard et la panthère? Donc en fait c'est le léopard africain qu'on appelle panthère. Voilà, c'est ça. Ok. Et je peux te dire que même le léopard, à part la tranquillité qu'il y a là, le léopard même se trouve juste même dans les grottes. Même dans la chaîne de l'Atakora, il y a des îles, c'est même une espèce totem pour certaines populations, la Tayakou, tout ça là. Et ils vénèrent le léopard. Et le léopard se trouve dans les grottes, là-bas. Il y en a dans là-bas, les gens en ont vu, on a fait contact. Donc c'est pour dire, comme je disais tout à l'heure, tantôt, il y a un système de suivi qui est mis en place par le département de suivi écologie de la Pandjari pour vraiment mettre des caméras trappes, les caméras pièges un peu partout. Donc on va maintenant aller même en dehors de ça pour voir tout là, voir vraiment et avoir une statistique sur vraiment le cheptel de léopard que nous avons bénéficié. Parce que ça parle des Big Five, et il y en a. Mais il faut connaître d'abord là où ils sont. Donc je t'ai dit que c'est très craintif. Quelle que soit la tranquillité, leur sortie maintenant, s'ils arrivent à aborder un peu les hommes, sortent quand ils disent on a beaucoup plus de contacts, c'est parce que il y a une certaine tranquillité qui est mise en place. Et ils aiment la tranquillité. Le léopard aime la tranquillité. Là où il y a le bruit. Là où il y a du bruit, tu ne verras pas le léopard. Alors, on va parler aussi d'autres animaux qu'on voit beaucoup plus quand on va dans les réserves de faune, c'est les buffles. Ah, mais là, ils sont nombreux. Surtout aujourd'hui, quand on va à Pendjari, mais c'est une population de buffles qu'on rencontre. Là, c'est un grand succès pour African Parks à ce niveau. Non, je dirais que c'est un succès pour le Bénin. C'est un succès pour le Bénin et bon, je dis pour les efforts, c'est vous qui gérez cette... Pour les efforts consentis à l'échelle nationale réellement,
pour aboutir à ces résultats. Et aujourd'hui, moi, j'observe des groupes de bœufs de 50, 100 ensemble qui traversent la plupart des pistes dans la Pendjari où on est obligé, on prend du plaisir à couper notre moteur et à les observer et à voir les variations de couleurs, etc. Dans ces groupes. Je pense que de plus en plus, c'est cette même tendance qui est observée au niveau du parc et même de la partie Bénin du WAP sur les bœufs, où on a cette croissance. Bien sûr, on a expliqué tous les facteurs qui contribuent à cela. Et c'est réellement un succès national. Alors, parle maintenant de cet animal qui nous réunit aujourd'hui, c'est surtout les pachydermes, les éléphants. Aujourd'hui, on a vu quand même que cette population augmente. Je veux bien que vous partagiez avec nous quelques statistiques de ces animaux aujourd'hui, quand on compare cette population d'il y a 10 ans. C'est assez complexe et peut-être pas très précis de faire des comparaisons d'année en année. Du fait que les méthodes de dénombrement n'ont pas été les mêmes, les contextes n'ont pas été les mêmes. Mais aujourd'hui, la tendance globale est que sur la partie béninoise du WAP, on a la plus grande proportion de cette population. Je rappelle que WAP, ça veut dire W. Arli Pendjari. Voilà. Et donc, la partie Bénin du WAP et un peu la partie nigérienne constituent en fait les dernières reliques, les derniers habitats supports pour cette population d'éléphants. Et on peut estimer à environ 40 à 50% la population d'éléphants de ce complexe qui se retrouve au niveau du Bénin. Et si aujourd'hui, les statistiques nous indiquent une population d'environ 4000 et un peu plus d'éléphants sur le WAP. Sur le WAP, ok. Et quand on considère que dans toute la région ouest africaine, les statistiques disponibles estiment cette population à 8000, on comprend davantage l'importance que représente le WAP pour toute la sous-région. La mise en place de populations viables d'éléphants en Afrique de l'Ouest. Nous avons 50% de cette population dans le WAP. Donc aujourd'hui, on ne peut pas envisager la gestion durable et à long terme de l'éléphant en Afrique de l'Ouest sans mettre un focus sur le WAP. Et quand on considère que la partie béninoise regorge la plus grande proportion de cette population d'éléphants dans le WAP, on comprend davantage le rôle clé que joue le Bénin dans la conservation dans la région. Et là, c'est un grand bénéfice pour notre pays en matière de gestion, de protection de ces pachydermes. Absolument, ça c'est très important, comme on avait dit à l'entame que c'est un indicateur de la santé. De la santé et puis de beaucoup de choses, d'attraction aussi. Donc aujourd'hui, si effectivement dans l'espace WAP, qui est un bien du patrimoine mondial, il faut souligner bien sûr, il y a cette espèce qui est en fluctuation, qui on voit la tendance, elle est évolutive. Parce que si on voit les statistiques de 2019, et avec celles de 2021 que nous venons de finir, on a utilisé pratiquement les mêmes méthodes. Là, on peut comparer deux méthodes comparables. Et on compare à la statistique de 2003. J'ai eu la chance de faire encore le total. On voit qu'effectivement, il y a une évolution, une tendance évolutive. Bon, donc, par rapport à ça, c'est pour dire que bon, ça se porte bien, et que c'est très important pour notre pays. Et l'importance aussi pour beaucoup de facteurs. Ensuite, tu as revenu sur la question. Justement, je veux quand même qu'on découvre davantage cet animal. Parce que dans mon reportage, je l'ai dit certes, mais je n'ai pas pu quand même aller plus en profondeur pour permettre à l'autre téléspectateur de comprendre cet animal qui joue un grand rôle pour la biodiversité. Docteur Théo, c'est quoi l'éléphant? L'éléphant, bon, ça c'est ce méga herbivore qui consomme beaucoup l'herbe. Évidemment, il faut qu'il en crée aussi, donc par ricochet, il en crée beaucoup. Comment il en crée beaucoup, les gens ne comprennent pas. Et puis d'abord, c'est une des espèces les plus sociables. Qui n'agresse pas pour agresser, ça jamais. Tu n'avais pas le milieu, ça si tu vas dans le milieu sauvage, c'est l'espèce, n'avait pas des espèces les plus sociables. Donc l'éléphant, à lui seul, vous avez ça créé pour les autres espèces. L'éléphant fait des ouvertures dans les formations fermées. On appelle ça des clairières dans notre jargon scientifique. À cause de sa taille. À cause de sa taille, il crée et en prélevant sa nourriture. Et il prélève l'essentiel qu'il faut pour sa consommation. Et c'est des bourgeons. Quand on dit que l'éléphant détruit la forêt, quand vous voyez les arbres, les chablis, ce n'est pas que par volonté. C'est leur poids qui fait que, parce que parfois quand il veut prendre les rameaux,
il soulève la patte postérieure pour mettre ça sur le tronc et chercher la nourriture, les rameaux, donc les feuilles fraîches avec leur trompe. Alors, après ça, quand le poids dépasse, quand le sol, nous sommes sur du limon, la plupart, le sol, c'est limon, puis hop, l'arbre se déracine, ça tombe au dit que l'éléphant. Mais vous avez constaté qu'après ça, il ne casse pas la branche. Ça, si c'est là, c'est la racine, ça tombe. L'éléphant prélève ce qu'il lui faut nécessairement. Mais il reconstitue suffisamment. Comment il reconstitue? J'ai dit les clairières d'abord qu'il ouvre. Ouais. Dans les formations fermées, dans nos réserves. Ça permet aux graminées annuelles de vite pousser et de jouer un rôle même sur le champ de marqueur, d'absorber la quantité de soleil parce que le soleil traverse les clairières pour permettre à ces graminées-là de se développer. Et ces graminées-là, par ricochet, constituent la nourriture pour les autres antilopes, les autres espèces. Dès que les autres espèces se développent, ils trouvent un milieu cadre, un milieu ressource favorable, elles se développent. Ouais. Dès que ça se développe, les carnivores, j'ai dit tout à l'heure, les carnivores qui se nourrissent, bien sûr, de ces antilopes, se développent et il y a fluctuation. Donc vous voyez le rôle que l'éléphant seul joue. Ça ouvre déjà, ça fait une clairière qui permet aux graminées de se développer, qui donne de la nourriture aux autres gibiers pour que les autres gibiers, les autres espèces puissent survivre. Ensuite, sa consommation. Quand l'éléphant consomme, il y a des graines, il y a certaines espèces ont des gousses, ça passe par son tube digestif. L'éléphant ne digère pas la totalité, c'est comme les fruits des rogniers. L'éléphant, ça ne se casse jamais dans l'estomac de l'éléphant. Ça ressort par ses crottes, ce qu'on appelle caca, mais c'est les crottes de l'éléphant. Et c'est la plupart des régénérations que vous allez voir de ces espèces dans nos forêts, dans nos parcs, c'est pas les espèces qui ont été rejetées par les crottes de l'éléphant en passant déjà par le tube digestif, donc ça suit un traitement et qui est déposé. D'abord, la crotte constitue d'abord un fumier très riche et ça favorise leur germination. Et ça reconstitue la régénération et ça reconstitue comme ça la forêt à partir de ces espèces. Donc la plupart des espèces, les graminées, les rogniers, toutes les espèces qui donc, et ça reconstitue automatiquement la forêt. Et ça leur permet de reconstituer leur milieu ressources et leur milieu cap pour l'éléphant et pour les autres. Et pour les hommes, c'est pour dire l'importance des éléphants pour les plantes. C'est ça que je viens de dire. Maintenant, les plantes sont utilisées dans la pharmacopée traditionnelle. Exactement, oui. Et là, les hommes utilisent ces éléphants, donc la plupart. Nous avons eu à faire des travaux sur ça et nous avons démontré, on a vu toutes les parties des espèces que les éléphants consomment, ce qui sort et qu'est-ce que les hommes en font. Quand tu fais les études sociologiques, tu constates que tu vas dans la pharmacopée traditionnelle, tu vois que les plantes là, les parties de ces plantes sont utilisées par les hommes pour soigner tel. Nous avons fait tout un travail sur ça. On aura le temps d'exposer ça. Parce que je ne sais pas si on aura le temps, parce que c'est tout un manuel a été même édité sur ça. Ok, sur ça. Et je vais mettre ça à votre disposition d'ici à là. D'accord. Donc c'est pour vous montrer l'importance de cette espèce. En plus de ça, ce que les gens ne savent pas, beaucoup ne savent pas, et que j'ai mis un peu sur les réseaux sociaux depuis une semaine, dans le cadre de la journée mondiale de l'éléphant, c'est que l'éléphant joue un rôle capital sur le changement climatique. Et comment? Mais la reconstitution de ces forêts-là, vous savez très bien le rôle que les forêts feuillues jouent sur le carbone, l'absorption de carbone, oui. pour réduire les gaz à effet de serre. Mais si l'éléphant ne reconstitue pas, vous pensez que dans les parcs, là, on va faire reboisement, on ne fait pas reboisement. Quelle est l'espèce qui va planter les arbres là? C'est l'éléphant qui plante ça. Après ça, ça joue sur ça, ça capte, ça reconstitue carrément le couvert végétal. Le couvert végétal qui capte surtout les couverts végétales feuillus, ce qui capte suffisamment de carbone. Et ça réduit ça, ça joue un rôle essentiel dans les changements climatiques. Et ça réduit ça. En plus de ça, tous les crottes, là où ils passent, ces parcours où ils déposent des crottes, c'est des sols sains. On appelle ça, moi j'appelle ça des sols sains. Ces sols sains captent aussi le carbone. Le sol sain capte le carbone. Et c'est ça que beaucoup ne savent pas. Et par rapport à ça, l'éléphant joue un rôle essentiel dans le changement climatique. Je retourne vers Hugues Apona pour demander ce qu'il a ajouté par rapport à tout ce qu'a dit Dr Théo. Je crois qu'il a expliqué déjà ce rôle d'ingénieur de l'écosystème que joue l'éléphant. Et comme vous savez, l'éléphant se déplace assez pour subvenir à ses besoins alimentaires qui sont
selon certaines statistiques estimées à 100 à 200 kilos par jour. Par jour, et aussi 100 et certaines fois plus de litres d'eau. Voilà. Donc, ce qui fait que l'éléphant a besoin de se déplacer. Et quand on considère ce rôle d'écosystème, d'ingénieur de l'écosystème et de disperseur de graines, vous comprenez davantage que plus l'éléphant se déplace, plus il accroît son potentiel de disperser les graines. Donc c'est aussi un grand pollinisateur. De reconstituer le couvert végétal davantage et de permettre réellement cette bonne répartition des espèces au sein des aires protégées. Mais l'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que c'est l'icône de la savane et c'est l'animal le plus attractif pour le tourisme. Moi, je le considère généralement comme l'identité de la gestion des aires protégées. Parce qu'en l'éléphant, vous avez toutes les composantes de la gestion d'une aire protégée. Alors, quand vous prenez, par exemple, vous savez que l'éléphant aujourd'hui est l'animal le plus recherché par les braconniers. Oui, à cause des trophées, l'ivoire. À cause de son ivoire qui a pris de la valeur. Ça veut dire donc que l'aspect lutte anti-braconnage est aussi d'une manière ou d'une autre imprimé par l'éléphant. Ouais. Parce que c'est une problématique majeure dans la gestion d'une aire protégée. Ouais. Quand vous prenez l'aspect tourisme et entreprise, aujourd'hui, l'éléphant est l'animal que la plupart des personnes qui vont visiter un parc veulent voir. Bien sûr, le lion aussi est un point d'attrait, mais l'éléphant, c'est cet animal qu'on veut voir. Et donc, quand vous prenez une espèce qui elle-même joue un rôle d'ingénieur de l'écosystème et qui est source de revenus pour la gestion de la réserve, c'est assez important. On n'arrive généralement pas à comprendre ce rôle clé que joue l'éléphant. Étant l'attrait principal, étant l'attrait qui incite et motive les touristes à venir visiter l'aire protégée, l'éléphant joue aussi ce rôle de mobilisation de ressources pour la gestion de l'aire protégée. C'est assez important. Et aujourd'hui, vous savez aussi, au plan culturel au Bénin, le rôle que joue l'éléphant dans la plupart de nos normes, dans nos slogans, etc. Même en Afrique, beaucoup d'équipes de football. Oui, on se nomme les éléphants de la Côte d'Ivoire. Exact. Et donc, vous comprenez davantage que c'est un animal complet, en fait. Ouais. C'est un animal complet. Et quand, comme le disait le docteur Théo, il est indicateur du succès de la gestion de ces aires protégées. Absolument. Quand vous combinez tous ces aspects que représente et qu'incarne l'éléphant, vous comprenez que si un éléphant disparaît réellement dans une aire protégée dans laquelle il existait, il y a donc un problème. Il y a une alarme sur laquelle on doit appuyer. On m'a dit que cet animal ne dort que 30 minutes par jour. C'est trop peu, non? Mais ça, c'est par jour, tu as dit dans la journée. Quand l'éléphant se repose suffisamment. Pas 30 minutes, elle se repose suffisamment. Pour dormir, on m'a dit. Bon, dormir profondément. Profondément. Bon, nous n'avons pas fait des études sur ça. Et on m'a dit aussi qu'ils peuvent ne pas boire pendant une semaine. Quand ils prennent une fois une grande quantité d'eau, ils peuvent garder cela pendant une semaine, gérer cela pendant plusieurs jours. Absolument. C'est pourquoi il dit que, contrairement à ce qu'on pense qu'il est un gaspilleur, oui. Il est beaucoup plus, comme l'a dit, l'ingénieur des écosystèmes et l'ingénieur de la gestion rationnelle, efficace, efficiente des ressources. J'ai tout dit ça et c'est payé à la preuve. Donc le collègue Hugues vient de l'appuyer. Donc ça a dit que l'éléphant même, s'il n'y a pas un temps de chaleur, s'il n'a pas le besoin, vraiment ne se fait pas sentir, il ne va pas exploiter une ressource. Et quand il l'exploite de manière efficace et rationnelle. Donc c'est beaucoup plus pour ça qu'il faut souligner. Et donc, même pour la fraîcheur de la réserve, quand l'éléphant prend parfois l'eau, l'éléphant arrose, c'est comme un jardinier. Un jardinier. Qui arrose les autres plantes. Les autres plantes, en saison sèche surtout. Il faut dire, en saison sèche. Quand la canicule, la température est à 44 degrés, vous voyez sur les points d'eau, quand l'éléphant il asperge ça d'abord sur son corps pour se rafraîchir. Vous voyez, après, il asperge. Voilà. Donc, vous voyez, le rôle, c'est-à-dire que, comme l'a dit le collègue, c'est un ingénieur de l'écosystème. Comme moi, je l'appelle souvent, je le dis, c'est de l'aménagiste par excellence de nos milieux, des écosystèmes forestiers et des prairies. Prairies, c'est les savanes herbeuses, on appelle prairies, donc c'est ça. Donc c'est un aménagiste par excellence. Donc nous devons pouvoir prendre de cette espèce-là.
comme il a dit, c'est une espèce, elle est complète. On a beaucoup à apprendre des éléphants. Elle est complète. Elle est complète sur tous les plans. Vous avez oublié de dire que souvent, quand il y a des éléphants, il y a des oiseaux qui sont là. Et puis, on voit plusieurs espèces d'oiseaux. Les insectes aussi. Absolument. Il est complet. Les insectes qui viennent s'agripper à la peau de l'éléphant sont picotés par les oiseaux qui viennent s'agripper. C'est tout un... Il nourrit tellement la biodiversité, il aménage, il entretient et il contribue à la bonne santé de la diversité biologique de nos aires protégées. Il y a un élément que vous avez oublié peut-être d'évoquer, peut-être que vous l'attendez d'abord, c'est l'intelligence ou bien la mémoire de cet animal. J'ai vu dans une vidéo où au Kenya, on a construit un hôtel et l'éléphant passe devant l'accueil et les gens ont le temps d'observer cet animal, quoi. Et puis il continue son chemin calmement, sans brutaliser qui que ce soit. Bon, c'est quand même extraordinaire. Les psychologues et les sociologues de la faune l'ont étudié, et puis avec les ADN, on a constaté que bon, l'éléphant transmet de génération en génération son savoir-faire. Donc, même si... et là, encore avant-hier, j'ai échangé avec les collègues de groupe où l'éléphant meurt ici. Si un éléphant meurt ici, c'est pourquoi vous parlez de la sociabilité. Ça dit, il y a un rituel qui se fait. Et entre les éléphants. Entre les éléphants. Et les générations qui ont suivi de cette arde-là, chaque fois qu'ils vont à cet endroit, ils reconnaissent l'endroit. Ah oui. Donc tu vois, c'est une mémoire, je ne sais pas, ça dépasse même la mémoire d'homme. L'éléphant a une mémoire terrible. Donc, c'est comme les passés. Aujourd'hui, quand on dit, vous avez vu la scène peut-être dans nos pays, les gens, l'éléphant a quitté de Douvé, il est venu jusqu'à dans la commune de Tchaourou. Et les gens tapotaient ça, ils appellent ça maman ou bien quoi. Après, au début, j'ai dit de sensibiliser les gens parce qu'il est toujours à l'état cheval. Bon, quand ils vont dépasser les bornes, et puis ils ont dépassé les bornes, il a ça quand il pas furieux. Donc, ouais, ça dit que dans le passé, et effectivement dans la carte de la carte de distribution de l'éléphant, qu'on avait établi depuis les années 1995, on a constaté qu'on avait déjà des rats d'éléphants dans tous ces endroits, dans les forêts classées du Bénin où aujourd'hui la situation tropicale fait que pratiquement les éléphants sont pas se concentrer tous dans les aires protégées où là-bas il y a la situation tropicale est vraiment réduite. Oh, ils ont beaucoup plus d'espace pour vivre. Donc ce passé-là de mémoire, l'éléphant qu'ils avaient vécu là, ils ont traversé là, ils viennent là dans une période donnée. Quand la période arrive, ils vont toujours, les éléments de cette rade qui étaient dans cette région reviendront toujours parce qu'ils peuvent passer. C'est pourquoi vous avez constaté, chaque fois on dit les éléphants sont sortis. Et qui toujours, ils traversent la Libye, toute la forêt classée de la Libye, ils descendent, ils passent par Ben Bereka, ils passent par la forêt classée de Ouémé supérieur et ils descendent jusqu'où ils descendent, jusqu'à Tchaourou. Ça veut dire que c'est une question de mémoire. Donc, c'est parce qu'ils ont gardé tout ce passé-là. Donc, même dans leur milieu, dans leur âme, même si les parents sont décédés, ceux qui viennent, c'est une génération en génération. Donc, c'est une question de mémoire terrible. Donc, comme je dis, ça dépasse même la mémoire de l'homme. Et pour la reproduction, comment ça se fait chez les éléphants? Oui. Je crois que les éléphants ont généralement une portée de 1 à 2 éléphantaux et développent réellement. Par an ou bien ça dépend? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Voilà. Et donc, on réellement cette stratégie mise en place pour réellement se rassurer que ces 2 survivent. Et ça, je pense qu'on va parler dans les théories de stratégie K et de stratégie R. Ouais. Mais je voulais juste aussi ajouter sur la question de mémoire que l'éléphant est considéré aujourd'hui comme ayant le plus grand cerveau de tous les mammifères terrestres. Et certains estiment que rien que le cerveau de l'éléphant pèse entre 3 et 5 kilos. Okay. Absolument. Ce qui est assez impressionnant. Et ça se tient avec cette mémoire que ces éléphants ont et qui leur permet de revenir sur des sites qu'ils avaient déjà colonisés, etc. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de publications sur l'aspect social des éléphants. Enfin. Qui prouve réellement, et comme on le dit, on a beaucoup à apprendre des éléphants en fait. Mais cette sociabilité, on le voit beaucoup plus en Asie. C'est vrai que les éléphants d'Asie sont un peu différents de ceux de l'Afrique. Mais cette sociabilité, on le sent beaucoup plus là-bas, où on voit les gens monter sur les éléphants, on les voit les habiller en Inde, avec des parures. Il faut faire bien la différence, cette sociabilité-là, parce que les éléphants étaient très tôt domptés. OK. Exact.
C'est ça. Donc, ce n'est pas les grands éléphants. C'est-à-dire, pour dompter l'éléphant, c'est depuis petit. Comme il a dit, dès que l'éléphant est... OK. Les gens le retirent et ça vit carrément avec les hommes. C'est comme les lions, toute la faune. Il n'y a même pas, ce n'est pas l'éléphant seul. Toutes les espèces... Quand vous les domptez... Quand vous les prenez très bébés, oui. vous les éduquez, ces espèces-là sont à vous et puis vous faites tout cela. Pourquoi même, ce n'est pas seulement en Asie, ce n'est pas l'éléphant d'Asie, l'éléphant de forêt, même en RDC, il y a même un centre d'éducation qui a été créé, qui a fait ça. Et puis les gens utilisent ça pour faire la lutte anti-braconnage. Bien sûr, quand vous prenez le parc national de la Garamba, en période coloniale, les patrouilles se réalisaient sur le dos de l'éléphant. Ouais. Et il y a plusieurs images qui existent encore jusqu'aujourd'hui qui le prouvent. Donc je crois que l'éléphant, en fait, on peut en faire un cas d'étude même dans les écoles et tirer assez de leçons, que ce soit sur le leadership, que ce soit sur les normes culturelles, que ce soit sur la coordination de la jeunesse, que ce soit sur tous les facteurs de la vie qui imprime une certaine discipline à l'homme, une certaine manière de vivre et de se conduire en société, peuvent être inspirés de l'éléphant. Quand il parle de leadership, je rebondis sur ça. Oui, allez-y, docteur. Vous imaginez que c'est la dame éléphant qui conduit le troupeau. Ah, c'est la dame éléphant qui conduit le troupeau. Qui conduit la hâle. Vous imaginez je crois que c'est le rôle de la femme. Même dans la plupart des autres animaux, c'est la femelle qui conduit la hâle. Mais c'est plus accentué la plupart chez les éléphants. OK. Chez les lions, on dit que c'est la femelle qui va faire la chasse et puis le mâle. Mais ce n'est pas lui qui conduit le troupeau. Mais chez les éléphants, c'est la femelle qui conduit les troupeaux. Et elle est très attentive. Très attentive pour les sensibilités pour avertir. C'est comme la femme dans l'espèce humaine, elle est très attentive, elle protège ses enfants. Enfin. Absolument. Donc c'est pour vous dire que le rôle aussi de la femme est aussi valable au niveau des animaux aussi. Voilà, c'est toute une source d'inspiration, l'éléphant. Parfait. Toute une source d'inspiration. Est-ce qu'on a pris le soin d'étudier vraiment en profondeur cet animal? Parce que je sais que par le passé, on tuait, quand j'y vois quelques images où on abattait les éléphants parce qu'on voulait seulement arracher les voix, mais je me dis, mais est-ce qu'on a vraiment étudié l'importance de cet animal? Normalement, on ne devait l'adorer, normalement, cet animal. Seulement, ça a été étudié, comme l'a dit le collègue, que ça a été étudié, c'est parce que c'est... Mais on n'a pas vulgarisé cela, parce qu'on a l'impression que les gens ignorent cet animal, quoi, son importance. C'est peut-être ce que tu as dit, la vulgarisation, l'éducation voilà. environnementale, dans ce sens, pour qu'on regarde tout ce qu'on peut tirer de l'éléphant. Comme il a dit, ça doit être un cas d'école, dans toutes les écoles, pour montrer toute la complexité, tout l'ensemble, tout ce que cette espèce-là incarne, qui va positivement pour surtout nous les hommes. Parce qu'au fait, la voracité, l'agressivité, pas de nous les hommes. Ça veut dire, si tu parles de carnage, c'est les hommes qui vont agresser l'éléphant. C'est ça que j'ai dit. Alors que quand on va prendre vraiment de ces espèces, la faune en général, même les reptiles qu'on voit, on tue n'importe quoi, les reptiles ne sont pas agressés. Si tu n'agresses pas une espèce animale, tu ne seras jamais agressé. Ouais. Vous imaginez comment nous on va faire des sorties pour attraper les greffes. Je vous ai toujours dit sur ce plateau que moi, ce que je crains le plus quand je rentre en blouse en tant que spécialiste de la faune, depuis les années où j'ai commencé ce travail-là en 87, en tant qu'étudiant, stagiaire et après devenu ingénieur, la seule espèce que je crains dans la faune africaine, c'est le buffle. Et je ne vois pas le spécialiste de la faune qui va me dire le contraire. Le meilleur qui va me dire le contraire, toutes les études. Mais cette espèce, elle est imprévisible. À tout moment. À tout moment, le buffle, sur la tapis, la même manière, si le buffle est blessé, il est couché. La même manière, s'il est au repos, il est couché. Donc, tu ne peux. Comment tu sauras en tant que scientifique, en tant que même gestionnaire au quotidien, que l'espèce est blessée, c'est pourquoi tu ne sauras pas. Alors, quand le buffle est blessé, lui, il est vindicatif. Ah oui. Ça, il va au bout. Au bout. Ouais. Donc, ça, c'est l'espèce que je crains le plus depuis ma carrière et tout le temps de ma carrière dans la faune africaine. Bien sûr. Parce qu'il est prévisible. Oui. Je crois que, bon, ça c'est vrai, je crois une de mes premières expériences à la Pendjari, il y a quelques années, c'était cet incident qu'il y avait eu un buffle et le gestionnaire de la zone de chasse de Porga, je me souviens, où il a retrouvé son estomac déchiré à part un buffle. Mais pour revenir à l'éléphant, à cette problématique de braconnage,
Je pense qu'aujourd'hui, je dirais que la problématique de braconnage sur l'éléphant a évolué à cause de plusieurs facteurs. Ouais. Déjà, l'ivoire a pris de la valeur. Et vous voyez, quand on se met dans une approche de restriction, forcément la valeur du produit augmente. Donc l'ivoire a pris de la valeur. Et le fait que l'ivoire ait pris de la valeur a attiré d'autres acteurs hors des acteurs communs. Okay. Donc pas le braconnier classique autour de l'aire protégée, mais plutôt un individu lambda qui se trouve à 700 km, qui connaît même pas et qui connaît même pas le parc, mais qui a juste besoin de l'ivoire, qui ne connaît pas toute la chaîne pour abattre l'éléphant, mais qui finance cet individu lambda qui se dit braconnier autour de l'aire protégée et le motive un peu plus que ce qu'il gagne normalement, sans réellement que ce braconnier ne sache la valeur finale de cet ivoire. Okay. Et ça accentue le problème, la problématique au niveau des pays. Et secondo, les aires protégées en Afrique se retrouvent dans les zones les plus reculées, où on a les populations les plus vulnérables. Et donc, ils sont aussi vulnérables à ce principe d'intermédiaire dans ce braconnage. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on a une évolution des acteurs qui interviennent sur cette chaîne de braconnage, ce qui fait que la problématique est davantage importante et il faut pouvoir la cadrer non seulement au niveau de l'aire protégée, mais le voir dans une approche holistique pays qui permet de cadrer toutes les poches de braconnage qui existent. Alors, c'est vrai qu'il y a des tests existent pour protéger la faune en général. Est-ce qu'il y a des tests de façon spécifique qui protègent les éléphants? Je ne sais pas. En fait. Bon, c'est l'espèce qui est la plus protégée, qui a été mise sur la liste rouge rapidement de l'UICN. Oui, et puis de beaucoup de pays, même dans les tests de niveau national. L'éléphant est bien sûr. Okay. Ça. Non, intégralement protégé. Bien sûr, la loi sur la faune l'indique, les annexes de la CITES aussi l'indiquent, et tous les tests, CMS, tout ça là, l'éléphant est une espèce. Alors, c'est vrai qu'on m'a dit que le temps est déjà presque fini. Et je veux quand même qu'on parle un peu du tourisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez cet engouement chez les compatriotes à aller vers ces réserves, à aller découvrir ces animaux emblématiques? Je m'adresse d'abord à Hugues Aponan. Bien sûr, on a eu une ambition de tourisme de pouvoir, d'ici 2027, avoir au moins 9000 visiteurs par an. Et aujourd'hui, je peux dire, oui, c'est au niveau de la Pendjari, c'est l'ambition, mais aujourd'hui, je peux dire que la pandémie du Covid-19 nous a appris beaucoup. Nous a appris beaucoup en ce sens que durant cette période de la pandémie, on a constaté le plus grand nombre de visiteurs béninois dans les parcs. Ah oui. Ce qui est réellement un indicateur important. Et j'ai incité une ou deux personnes proches de moi à aller visiter les parcs et qui, depuis 2018, ne rate pas l'occasion de le visiter 2 fois par an. Ah ben là, c'est bien. C'est aussi un facteur de succès qui permet aux Béninois de comprendre davantage. Même si on n'est pas d'accord avec Covid, hein, bon, enfin, ça a aidé quand même aux gens d'aller découvrir le parc. Je fais le lien avec la Covid pour juste dire que pendant cette période, on a quand même constaté cet engouement au niveau national de visiter les parcs. Et c'est un aspect qui est assez important et qui reflète réellement que l'ambition politique, l'engagement politique dans un secteur peut produire des résultats. Oui, monsieur docteur Arceteo. Je rebondis ça avant que question, si tu as une question pour dire qu'effectivement, les parcs ont besoin de nous. Ça pour dire par cet engouement que les nationaux aillent visiter. Donc, les aires protégées, les ressources naturelles ont besoin de nous. Et nous avons besoin d'eux. Nous avons beaucoup plus besoin. Les aires protégées ont besoin de nous pour aller amener des ressources, des ressources financières. Mais nous, on a beaucoup plus besoin d'eux pour en tirer beaucoup de leçons d'éducation et d'aller respirer de l'air pur. C'est vrai. De l'air pur. Quitter Cotonou, quitter Porte-Novo, quitter Parakou, aller dans les parcs, respirer de l'air pur. Voilà, ça dit qu'un séjour à la Pendjari, ça, si je ne veux pas exagérer, ça relance sa durée de vie au moins de 2 ou 3 ans. Les études ont été faites à ce niveau? Je ne sais pas que je fais la publicité pour la Pendjari, dans les aires protégées en général. En général. Vous allez dans un écosystème sain, vous rallongez votre durée de vie pratiquement au moins de 3 ans. Pour 48 heures. Passez 48 heures, vous allez voir. Votre santé même. La peu quand vous voyez depuis des années que je vous ai connu, mais vous êtes resté le même, vous n'êtes pas vieilli. Pareil aussi pour Hugues, il est toujours resté comme ça, frais, voilà.
Parce qu'il a le temps d'aller tout le temps. C'est tel qu'il est, que je l'ai connu en 2000. Voilà, oui. Il y a 80 de quoi là. Tout le temps, il respire de l'air pur, voilà. Et puis, ça fait du bien. Il faut vraiment que les gens aillent là-bas. Sincèrement, ce n'est pas laissons Covid, que ce n'est pas Covid qui les amène, non. Il faut qu'ils comprennent. Je tiens à dire ça là, il faut que, parce que ça, cette bataille a assez longtemps. Ça, le Béninois se cantonne. Bien voir que ce n'est pas dans notre culture. Vraiment, la preuve, les gens sont en congé, mais ils continuent de travailler. On cherche tout d'à côté, mais ça, c'est aussi... C'est les indicateurs de pauvreté. On dépense trop dans les cérémonies, alors qu'on a des... Il ne pas m'excuser, moi, c'est des indicateurs de pauvreté. Ouais. Sur lesquels on doit, nos statisticiens et les gens qui étudient vraiment, doivent pouvoir établir beaucoup. Ça dit, soi-même, aller penser à sa santé. Non, je ne suis pas dans le quotidien du Béninois. C'est dommage. Bon, mais c'est dommage. Mais j'exhorte vraiment les gens à faire l'exercice, comme l'a dit Hugues. Et de plus en plus, je pense qu'ils ne commencent pas à comprendre. Merci beaucoup à vous, Dr. Aristide Théo. Oui, Hugues, vous avez quelque chose à... Oui, je voulais juste dire qu'on a parlé des Big Five. Ah ouais? On n'a pas le rhinocéros, mais voici une manière pour d'autres personnes de contribuer à la conservation, le recyclage des métaux. Et je voulais vous offrir ceci merci beaucoup sur ce plateau. Non, mais là c'est un rhinocéros. C'est un rhinocéros. Et là, c'est fait à base de boulons, hein? Voilà. Recyclage. C'est un eau biodégradable. Ça peut rester 200 ans, 2000 ans dans le sol. C'est ingénieux. C'est pas sûr. Les techniciens peuvent faire un zoom sur cette image pour montrer vraiment que c'est quand même... Ouais, non, c'est ingénieux, quoi. Voilà. Le boulon qu'on a mis ensemble pour fabriquer l'animal. Ouais, donc la problématique de gestion des aires protégées n'est pas seulement l'apanage des techniciens. Tous ceux au niveau national, artisans ou d'autres secteurs peuvent y contribuer. Merci beaucoup à vous. Un exemple concret. Merci beaucoup pour ce cadeau. Merci. C'est un plaisir. Alors, ce sera tout pour cette émission. On a parlé des éléphants, des Big Five. Vraiment, j'aurais voulu qu'on reste encore, mais le temps est déjà parti. Certainement qu'on aura d'autres créneaux pour venir encore en parler. Je sais que vous avez trop encore de choses à dire, Dr. Théo. Je sais. Absolument. Mais on va pas continuer, on va s'arrêter là, le temps qu'on aura d'autres occasions. Merci pour votre attention et à la prochaine.